RVA. Rémi Petoton est agriculteur et maire à Saint-Clément-de-Régnat. Engagé pour son territoire, il s'exprime au sujet des conditions de travail dans la profession. Il évoque aussi le fléau du changement climatique pour les exploitants et son engagement pour une agriculture plus éco-responsable dans la région. Bonjour Rémi Petoton. Bonjour. Donc j'aimerais parler avant tout de votre passion pour l'agriculture. C'est un métier qui vous a toujours attiré, vous avez toujours baigné dedans finalement par votre famille ? Oui, bien sûr, c'est une réelle passion. Après, voilà, quand on est dedans, on est forcément dedans tous les jours. Voilà, c'est plus qu'une passion, même je dirais c'est une vocation. Après, j'ai jamais été forcé à reprendre une exploitation ou forcé à faire ce métier-là. On m'a toujours impliqué dans l'exploitation, montré ce qu'était la réalité du travail d'exploitant agricole. Et puis, au fil des années, j'ai poursuivi des études agricoles et me suis installé par la suite. Et j'ai pu voir aussi que vous aviez été dans le passé vice-président du syndicat des jeunes agriculteurs du département du Puy-de-Dôme. Et actuellement, vous êtes maire de votre commune. Est-ce qu'on peut dire finalement que vous êtes un peu un agriculteur engagé, que ce soit pour votre secteur ou votre territoire ? Oui, bien sûr, on peut dire ça comme ça. C'est une culture familiale, on va dire, parce qu'on a baigné dans le syndicalisme agricole les différentes générations avant. Et puis moi, je m'y suis aussi impliqué. Je pense que c'est important de, bien sûr, faire son métier correctement, mais aussi de le défendre correctement. Et d'être entendu par nos responsables politiques. Est-ce que vous pensez, donc ça c'est votre avis, est-ce qu'on a de plus en plus de jeunes agriculteurs qui veulent s'engager dans cette filière ou ça reste encore une profession qui a du mal à être valorisée aujourd'hui ? Oui, du mal à être valorisée, mais on constate aujourd'hui qu'on a de plus en plus quand même d'hors cadre familial, et ça c'est important, je tenais à le souligner, malgré la difficulté de ce métier-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué, moi je peux le constater, j'ai eu de la chance d'avoir une exploitation avant familiale pour m'installer à la suite. Aujourd'hui, le hors-cadre familial qui veut s'installer et qui part de zéro, pour moi, c'est très dur. Alors, je ne veux pas les décourager aujourd'hui, mais on est aussi là, nous, en tant qu'agriculteurs et jeunes agriculteurs, entre guillemets, parce qu'on est là aussi pour s'occuper du renouvellement des générations, et ça, c'est important, pour encadrer ces jeunes-là et pour faire le maximum pour renouveler ces générations-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 50% des agriculteurs ont plus de 50 ans, et que d'ici 10 ans, la pérennité des exploitations, notamment en Limagne, risque beaucoup. Et vous parliez de ces conditions de vie, de travail qui sont difficiles dans le milieu. Finalement, qu'est-ce qui est le plus rude selon vous dans cette profession ? C'est entre guillemets une forme de précarité, que ce soit au niveau des revenus ou alors les conditions physiques de travail ? Honnêtement, les conditions physiques se sont quand même améliorées parce qu'aujourd'hui, l'agriculture a évolué. On n'est plus sur l'agriculture physique de nos grands-parents. On fonctionne avec les nouvelles technologies, que ça soit numérique, que ça soit scientifique, que ça soit biologique. Enfin voilà. L'agriculture, je pense, a évolué dans un monde qui a évolué également, comme le monde de l'industrie, par exemple. Aujourd'hui, je pense que l'agriculteur, ce qui lui pèse le plus, c'est de pas vivre de son métier. Je pense que n'importe quelle personne, quand elle pratique une profession, mérite de vivre de son métier, quoi. Et ça, c'est pesant aujourd'hui, aujourd'hui, entre guillemets, l'agribashing, ce qu'on peut appeler, c'est-à-dire une méconnaissance de l'agriculture par une petite pourcentage de la population, mais qui aujourd'hui a un impact médiatique important pour nous. Et ça, moralement, c'est très dur. Parce que du coup, j'aimerais y venir aussi, on parle beaucoup dans les médias, du coup aussi de détresse psychologique chez certains agriculteurs en France, qui en viennent même au suicide. Donc est-ce que c'est une réelle réalité ou pareil, on a une surmédiatisation d'une minorité ? Oui, c'est une réalité malheureusement qu'on peut constater depuis des années. Je pense que ce qui pèse aux agriculteurs, c'est un manque de reconnaissance, clairement. Après, c'est peut-être à nous aussi de communiquer sur notre métier, de ce qu'on sait faire et de ce qu'on sait bien faire en France, parce qu'on a quand même une agriculture la plus durable et la plus propre au monde. On a encore été nominé il y a pas longtemps. Enfin, c'est une reconnaissance à avoir. Ça fait toujours plaisir d'être reconnu. C'est quand même les agriculteurs qui nous nourrissent et faut en avoir connaissance. Après, il faut qu'on sache aussi, nous agriculteurs, parler de notre métier et faire découvrir aux gens qu'on fait des choses bien. Et du coup, concernant les agriculteurs, on l'a vu, se sont mobilisés un peu partout en France, et notamment, on a beaucoup entendu aussi dans les médias, c'est cette fameuse loi Egalim qui a été adoptée en 2018, qui est censée garantir, selon les mots des syndicats et selon beaucoup d'agriculteurs, une meilleure rémunération des agriculteurs en France. Est-ce qu'on peut déjà rappeler un peu ce que promettait initialement cette loi et ce que dénoncent les agriculteurs aujourd'hui ? Quelque chose de simple que promettait cette loi, c'est une rémunération juste pour les agriculteurs, c'est-à-dire au-dessus de leur coût de production.
Une chose toute simple, aujourd'hui, moi, en tant que céréalier, mon coût de production sur un blé est de 200 € la tonne. Aujourd'hui, les 5 dernières années, le cours du blé était à 140 € la tonne. Donc vous avez déjà une perte au démarrage. Quand vous rentrez avec votre moissonneuse-batteuse pour moissonner votre champ de blé, vous savez que vous perdez déjà de l'argent. Donc la réalité de la loi Egalim, c'était de dire, on veut pas ça. Aujourd'hui, on est beaucoup décrié sur les Z-Pack, sur ceci, cela. Aujourd'hui, il faut comprendre que ces Z-Pack n'est pas une prime comme on l'entend, c'est une aide compensatrice. C'est-à-dire qu'elle vient compenser la perte que l'on peut avoir par rapport au cours mondial. Donc aujourd'hui, cette loi Egalim était là pour compenser ces choses-là. Alors, suite à notre manifestation de la semaine dernière, nos responsables syndicaux ont rencontré notre ministre de l'Agriculture pour en discuter justement et relancer ces choses-là pour que ce ne soit plus des paroles mais des actes et que les agriculteurs puissent vivre décemment de leur métier normalement. Et j'allais en parler de cette rencontre, effectivement, la délégation régionale de la FNSEA, qui a donc rencontré effectivement le mercredi dernier le ministre de l'Agriculture. Vous pensez vraiment que ça va aider à aller dans le bon sens ? Alors oui, ça va aider parce que la manifestation, c'est le ras-le-bol des agriculteurs, mais les responsables syndicaux sont là pour dialoguer. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses se font plus dans le dialogue que l'affrontement. L'objectif, c'est de dialoguer avec nos responsables politiques, de construire les choses ensemble, de co-construire cette nouvelle agriculture, parce que on va arriver dans un changement de pratique agricole aussi, on nous le demande, mais pour cela, il faut nous donner les moyens d'aller vers ça. Donc aujourd'hui, nous, on est là pour négocier tout ça avec les responsables politiques. Et j'aimerais y revenir un peu plus précisément sur cette fameuse manifestation qui remonte au 25 mars dernier à Clermont-Ferrand. On avait des centaines de tracteurs qui se sont réunis place de Jaude, des milliers d'agriculteurs au rendez-vous. Vous étiez aussi présent, j'imagine bien. Oui. C'était une réelle opération coup de poing, on peut l'appeler comme ça. On a eu aussi des débordements avec les forces de l'ordre. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette tournure, de cette manifestation ? Dans le fond, oui, elle était historique. Les débordements, malheureusement, c'est toujours triste. On a toujours tendance à retenir que le débordement en fin de manifestation. Mais il faut savoir également que le débordement a une cause... je vais pas dire légitime parce qu'un débordement est pas légitime du tout, mais c'est-à-dire qu'à 15h, on n'avait toujours pas de réponse, ni de notre préfecture, ni de notre ministère. Donc les tensions ont commencé à monter un petit peu, et avec cette mise en pression, alors certes qui a occasionné des débordements et qui sont dommageables pour nous responsables syndicaux, on a eu une réponse du ministère et on a eu un rendez-vous. Et je trouve dommage aujourd'hui d'en arriver là pour avoir un rendez-vous avec nos responsables politiques. Voilà. Et si ça se reproduisait, alors une fois, ça serait encore dommage, mais si on était amené à ressortir dans la rue et à revendiquer encore une fois les décisions qui ont été prises et pas respectées, on va dire, on ferait en sorte qu'il n'y ait pas de débordement, mais on entend à être écouté un petit peu plus rapidement. Et j'aimerais parler d'un tout autre sujet, mais bien sûr toujours sur le milieu agricole, mais parler de deux fléaux qui touchent beaucoup le milieu agricole en ce moment. On a ce changement climatique, mais aussi le coronavirus. Et je voulais savoir comment a été vécue cette année 2020 et l'actuelle 2021 pour vous ou certains de vos collègues en Auvergne. Alors, le changement climatique, c'est vrai qu'on le constate, on peut que le constater, mais on peut aussi essayer de l'anticiper. Et il y a un réel travail là-dessus, il y a des réelles études qui sont faites, notamment par les chambres d'agriculture et par nos coopératives également, pour s'adapter à ce changement climatique et adapter nos productions à ce changement climatique. Donc ça, il y a un réel travail qui est fait, mais ça reste compliqué. On peut constater que rien n'est prévisible et voilà, la nature est toujours imprévisible. Ensuite, au sujet du Covid, bien sûr que nous sommes impactés, mais on n'est pas la première profession impactée. On a quand même une chance réelle, c'est de pouvoir pratiquer notre métier, entre guillemets, presque correctement. Alors c'est vrai que pour nous, responsables professionnels, on a un petit peu moins de déplacements, un petit peu moins de réunions. Mais en tant qu'agriculteur, on peut travailler correctement et c'est quand même, dans une situation de crise sanitaire comme cela, c'est quand même essentiel pour les agriculteurs de pouvoir travailler correctement et pouvoir nourrir les Français. Et j'aimerais parler maintenant de vos projets à venir. Vous m'aviez parlé d'une production locale d'insectes de vers de farine, c'est bien ça ? C'est ça. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer en quoi ça consiste et pourquoi cette production en particulier ? Alors c'est une idée qui est ressortie du laboratoire d'innovation territoriale il y a maintenant 2 ans et demi et qui m'a interpellé. Je me suis dit pourquoi pas produire une protéine propre aujourd'hui chez nous localement. Aujourd'hui on peut constater qu'on importe des farines de poissons pour nourrir d'autres poissons dans nos piscicultures, notamment au niveau de la région Rhône-Alpes-Auvergne.
On s'est dit, avec Sébastien Crépieux, le fondateur d'Inverse, la marque déposée aujourd'hui, qu'il serait intéressant d'apporter une valeur ajoutée aux agriculteurs et de faire ces ateliers à une échelle agricole. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On est aujourd'hui 2 agriculteurs à monter des bâtiments sur la production de verre de farine. On est sur différents débouchés. Donc les aliments pour les oiseaux, dans les différentes jardineries, les croquettes chiens et chats, et ensuite, si on a les volumes conséquents, aller sur ce marché de la pisciculture et de remplacer à terme les farines de poisson par de la farine d'insectes produite localement. Ça a 2 intérêts. Cette filière, elle est durable, parce qu'on utilise du son de blé, donc qui sortent de nos moulins, dans les rations d'insectes, et puis des farines de pois ou de févrole que l'on produit sur nos exploitations. Donc on a réintroduit les légumineuses dans nos rotations, ce qui va dans le sens de, entre guillemets, la nouvelle agriculture. Et ensuite, aller sur ces piscicultures, c'est apporter de la valeur ajoutée sur nos territoires et à nos agriculteurs. Et encore une fois, en tant que jeune agriculteur, peut-être aujourd'hui permettre à nos jeunes de s'installer et d'avoir un revenu décent grâce à ces ateliers-là, même si le jeune n'a que 50-60 hectares. Et j'aimerais revenir sur cette notion d'agriculture plus propre, donc à l'échelle nationale, mais aussi locale en Auvergne. C'est une dynamique qu'on prend de plus en plus auprès d'autres exploitants, auprès d'autres agriculteurs. En dehors des jeunes générations, on a aussi tout le monde qui essaie de s'y mettre un peu. Bien sûr, moi je fais partie d'un groupe de développement agricole et on a 37 agriculteurs de 20 ans à 60 ans. Et on a tous cette même remise en question. Et justement, dans ces groupes-là, on est là, nous, la jeune génération, pour encourager et encadrer les plus aînés. Et eux sont aussi là pour nous apporter leur expérience du passé. C'est cette force-là, cette force de génération qui fait l'efficacité de l'agriculture aujourd'hui dans notre département. Je pense que voilà, la demande sociétale a évolué. On a demandé à mon grand-père à l'époque de nourrir la France après une période d'après-guerre. On a demandé à mon père de développer la production pour encore une fois retrouver cette souveraineté alimentaire. Nous, on ne demande toujours cela, mais en utilisant l'environnement là-dedans, remettre de l'agronomie, remettre un peu tout ça. Et ça, c'est important. Je pense qu'on a tout à apprendre, mais encore une fois, il faut nous donner les moyens d'y arriver et il faut nous accompagner pour y arriver.